Il est 14h30 à Paris, bienvenue dans votre rendez-vous, c'est Derrière l'image. Comme chaque jour, on va prendre le temps de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Et c'est Florence Gaillard qui va nous la décrypter. Bonjour Florence, journaliste à France 24, reporter au magazine spécialisé en histoire et religion. On va comprendre pourquoi cette spécificité aujourd'hui. On va peut-être commencer, c'est la tradition, par le cliché, la photo. On va la voir à l'écran. De quoi s'agit-il La photo, exactement et que nous raconte-t-elle aujourd'hui? c'est cette photo du pape François qui vient d'être élu pape. Donc on est en 2013, Benoît XVI a démissionné de ses fonctions, ce qui n'arrive absolument jamais. Et on attend désespérément un pape. On fait des pronostics, on imagine des tas de scénarios. Et qui sort au balcon? Jorge Mario Bergoglio, un inconnu au bataillon, en tout cas pas du tout ce qu'on avait prévu dans les portraits qu'on avait fait des papabilés. Moi, je me souviens qu'on avait fait 12 portraits de papabilés. C'était tout le monde sauf lui. Faut raconter comment ça se passe, parce que c'est vrai que nous, les rédactions, on est toujours en émoi, on regarde la cheminée, on attend la fumée blanche. On attend la petite fumée blanche. En fait, on avait plein de petites fumées noires qui sortaient, donc ça veut dire que les scrutins n'aboutissaient pas. Et surtout, on attendait des papes possiblement italiens, européens, et personne n'avait misé sur ce pape argentin de l'hémisphère sud. Donc François, en quelque sorte, c'est le pape qu'on n'attendait pas. Eh bien, il y a un an, jour pour jour, il nous quittait le lundi de Pâques, le lendemain de la résurrection du Christ, c'est le dimanche de Pâques, le lundi de Pâques, le 21 avril 2025, il nous a quittés. Et je crois que nous avons consacré un sujet. Effectivement, à l'heure de cette disparition, de ce premier anniversaire de la disparition du pape François, on s'intéresse évidemment, on s'interroge sur l'héritage qu'il a laissé. Vous le savez, depuis une dizaine de jours maintenant, on vous fait vivre la tournée africaine de celui qui a pris sa place, Léon XIV. Retour donc sur les moments forts de son pontificat, celui de François évidemment. Il est signé David Gilbert, regardez. Habemus Papam. Lorsqu'il se présente au balcon de la basilique Saint-Pierre le 13 mars 2013, le nouveau pape François incarne une petite révolution au sein de l'Église catholique. Jorge Mario Bergoglio devient le premier souverain pontife non européen. Et au-delà de sa nationalité argentine, le prêtre jésuite originaire d'un quartier populaire de Buenos Aires, en accédant à la tête du clergé, amorce une réorientation en direction des plus fragiles. Pour sa première messe hors de Rome, il rend hommage aux migrants noyés en mer Méditerranée en se rendant à Lampedusa. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, qui s'est répétée tant de fois, mes pensées n'arrêtaient pas de me revenir, comme une épine dans le cœur qui me faisait souffrir. Un message humaniste que François, surnommé le curé des pauvres, réitère tout au long de son pontificat, appelant même à plus de tolérance envers les homosexuels. Mais le pape ne fait néanmoins pas évoluer la doctrine, qui reste toujours très conservatrice sur cette question, comme sur celle de l'avortement ou du célibat des prêtres. L'ancien cardinal de Buenos Aires tente également de prendre le dossier des violences sexuelles au sein de l'Église à bras-le-corps, poussé par la multiplication des révélations à travers le monde. Je lance un appel sincère en faveur d'une lutte sans merci contre les abus commis sur les mineurs, tant dans le domaine sexuel que dans d'autres domaines, de la part de toutes les autorités et de chaque individu, car il s'agit de crimes odieux qui doivent être éradiqués de la surface de la terre. Ces 12 années à la tête du Vatican sont également marquées par une volonté de réforme des institutions. Il impose notamment des changements au sein de la Curie et de la Banque du Vatican, ce qui lui vaudra de nombreuses rancœurs au sein du clergé, fortement divisé sur les dernières années de son pontificat. Une période où sa santé déclinante ne l'empêche pas de voyager et de créer l'événement, comme en Irak en 2021, où il attire l'attention sur le sort des chrétiens d'Orient, ou encore à Marseille en 2023, lorsque la messe au stade Vélodrome se mue en grande fête populaire. Il rentre un peu plus dans l'histoire en décédant le jour de Pâques, il y a un an aujourd'hui. Voilà pour ce bref rappel. Pourquoi François a-t-il changé la donne, on dit ça de lui, au Vatican? Alors, comme le sujet vient nous le rappeler, c'est un pape qui n'est pas italien, il n'est même pas européen, alors qu'on avait l'habitude de papes italiens où Jean-Paul II
polonais, Benoît XVI allemand. On s'attendait donc à des papes du continent, du vieux continent. Non, justement, il vient du sud, de l'hémisphère sud. Il prend aussi le nom de François. C'est une première dans l'histoire des papes. Pourquoi ? Parce que c'est une référence à Saint François d'Assise, ce bourgeois italien du XIIe siècle qui est devenu le chevalier des pauvres en quelque sorte, le saint des démunis, des lépreux, des animaux, des sans-voix. Et ça va donner le ton de son pontificat puisqu'il va demander aux catholiques de devenir des missionnaires et d'aller jusque dans les périphéries, les marges de la société. Et puisqu'on aime bien s'intéresser aux images dans ce rendez-vous, Florence, vous nous avez retrouvé quelques photos très symboliques de son pontificat. Absolument. Le journal La Croix avait décidé de faire une espèce de compilation de 10 photos très fortes. On va commencer par cette première photo. Son tout premier déplacement officiel, c'est en juillet 2013 à Lampedusa, l'île sur laquelle arrivent les migrants par milliers, ou plutôt les survivants de ces traversées mortelles. Et François jette une gerbe de fleurs en mémoire de tous ceux, toutes celles qui sont morts pour atteindre les rives de l'Europe. 1 an plus tard, il est en Terre Sainte, on est en 2014, il voyage pour rencontrer les responsables politiques et religieux, et alors qu'il passe devant le mur de séparation entre Jérusalem et Bethléem, il fait arrêter le convoi, il descend et il s'arrête pour prier. Ce n'est pas le mur des lamentations, mais bien cette barrière dressée entre les peuples. 2015, photo numéro 3, il invite à Rome les dirigeants sud-soudanais, et regardez cette photo, pour qu'ils cessent les combats meurtriers et qu'ils trouvent la paix, et il se jette à leurs pieds pour les embrasser, comme Jésus un peu a lavé les pieds des apôtres. Ça, c'est quand même du jamais vu, d'un pape qui embrasse les chaussures des dirigeants, c'est quand même rare. Photo numéro 4, il est au Pérou en 2018 pour rencontrer les tribus amazoniennes. Il a écrit quelques années auparavant Laudato Si, l'encyclique qui appelle à la défense de l'environnement, à défendre la maison commune qu'est la terre. Et enfin, je conclus comme mon collègue David Gilbert sur cette image du pape François à Marseille en 2023. Il est déjà en fauteuil roulant, mais il tient à venir à Marseille avec son ami le cardinal Aveline pour poursuivre, achever la mission méditerranéenne. En 2023, François a aussi organisé le synode sur la synodalité, où vous êtes allé d'ailleurs en reportage avec Georgie Asbeck. Quel est le souvenir que vous en gardez ? Alors, pour rappeler ce que c'est qu'un synode, parce que tout le monde ne connaît pas, c'est une grande réunion où on convoque les évêques pour décider ensemble de l'avenir de l'Église. Là, pour la première fois, il y avait évidemment des évêques, mais aussi des laïcs engagés dans la vie paroissiale. Et parmi ces laïcs, il y avait la moitié étaient des femmes, là aussi complètement inédit. On a pu en interviewer 2. On va tout de suite regarder un extrait de ce reporter sur la place des femmes dans l'Église, avec au début la messe d'ouverture le 4 octobre 2023, donc présidée par le pape François. La place des femmes dans l'institution, c'est l'un des thèmes principaux du synode, cette grande réunion qui s'est ouverte en octobre dernier. Lors de la messe d'ouverture, le pape François a rappelé un passage célèbre de l'Évangile. Venez, vous qui êtes fatigués et opprimés. Venez, vous qui êtes égarés et vous sentez loin de tout. Venez, vous qui avez fermé la porte à l'espérance. L'Église est là pour vous. L'Église dont les portes sont ouvertes à tous, à tous, à tous. Le pape a voulu ouvrir ce synode. Alors, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, des laïcs sont invités à s'exprimer sur l'avenir de l'institution. Parmi eux, 54 femmes. Aujourd'hui, le risque, et on en hérite, le chemin derrière nous est long, est de continuer dans une église qui a une vision à peu près exclusivement masculine dans ses orientations, dans ses décisions. On attend des femmes un grand service et elles le font. Mais aujourd'hui, je suis témoin et je le vis régulièrement aussi. On voit la souffrance des femmes et on peut se demander est-ce que l'Église a bien écouté le cri des femmes comme elle écoute le cri des pauvres, le cri de la terre. Alors, le cri des femmes et de la terre a-t-il été entendu ? C'est pas vraiment ce qui est ressorti de ce synode. Non, vous avez raison. Déjà, François a terminé ce synode complètement épuisé, malade. On est en 2024. Mais il a quand même mis des éléments en place, puisque donc des femmes ont été invitées à ce synode. Et pendant son pontificat, le nombre de femmes
à des postes importants du Vatican a considérablement augmenté. Le cri des femmes, des homosexuels ou des divorcés n'a pas été entendu parce que l'Église vit actuellement une mutation majeure. C'est que la société européenne se sécularise, se libéralise, mais l'Église, elle, grandit sur d'autres continents, l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Afrique. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu du déplacement aujourd'hui de Léon XIV en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Voilà, il vit l'épilogue de cette tournée africaine aujourd'hui. Est-ce que Léon XIV s'inscrit dans les papes de François ou pas? Alors, il y a des similitudes. Lui aussi est américain, il est missionnaire, il a choisi le nom de Léon après Léon XIII qui avait développé la doctrine sociale de l'Église à la fin du XIXe siècle. Justice pour les pauvres et ouverture à la modernité. Mais il y a quand même des différences. Déjà, Léon, il a été élu presque tout de suite, au bout de 2 ou 3 scrutins. Donc, fumée blanche rapide sur la place Saint-Pierre. Et puis, sa première année de pontificat était très sage, comme sur la réserve. Peut-être une année d'observation, en quelque sorte. Mais alors là, avec ce voyage en Algérie ou en Afrique, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, il y a quelque chose de très fort qui s'est passé, c'est que il prend position. Il est allé en Algérie où il parle de liberté de conscience et de dialogue interreligieux. Au Cameroun, il dénonce les tyrans de ce monde. En Angola, il fustige les ravages des trafics. Bref, il ne mâche pas ses mots et il prend position. Surtout, il tient tête au président des États-Unis il a osé critiquer la guerre en Iran. Du coup, Donald Trump l'a qualifié de faible face aux menaces terroristes. Eh bien, il ne s'est pas tu, il ne baisse pas les yeux devant Donald Trump. Justement, Donald Trump, dont on a beaucoup parlé et dont on parle finalement chaque jour, Tous les jours. Beaucoup parlé notamment en raison d'un cliché qui a été généré par l'intelligence artificielle. Ça a défrayé la chronique un peu partout dans le monde et notamment aux États-Unis. C'est ce Trump grimé en figure christique. C'est évidemment le clou du spectacle, c'est Donald Trump en figure christique. Je ne pouvais pas ne pas l'amener derrière l'image. Cette photo a été vite retirée, comme vous dites, des réseaux sociaux parce que même les chrétiens les plus trumpistes ont trouvé que c'était inappropriate ou too much. Enfin, en tout cas, ça n'a pas plu à tout le monde. Et Léon a indiqué dans l'avion papal qu'il n'avait pas peur de l'administration Trump et qu'il était au service de l'Évangile et pas des États-Unis. D'ailleurs, il était invité pour les célébrations du 4 juillet, jour de l'indépendance américaine. Il a décliné et au lieu d'aller serrer la main de Donald Trump, il se rendra à Lampedusa, sur les pas de son prédécesseur François. Voilà, la boucle est bouclée. Merci beaucoup Florence Gaillard. Merci pour ce décryptage en cette journée anniversaire, donc 1 an de la disparition du pape François, et à l'heure où Léon XIV évolue donc pour cette dernière étape dans sa tournée africaine. Il est en Guinée équatoriale aujourd'hui. C'est la fin de Derrière l'image, mais restez avec nous puisque Paris Direct se poursuit avec tout de suite votre grand format du jour. C'est l'heure du Focus. Regardez.